toutes, bonjour à tous. Je suis Patrick Ouvrard, c'est moi qui vais vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement de votre participation. Ça fait patienter un tout petit peu pour effectivement essayer d'avoir le plus grand nombre de personnes avec nous et ne pas être trop interrompu par les arrivées décalées des uns et des autres. Le temps de projeter juste une petite slide d'introduction. Effectivement, moi je suis là pour le sujet du jour qui sera présenté dans le détail par Morgane Eveillot. Alors, le sujet du jour proposé par Grand Nancy Innovation et Noviga, c'est sous la forme de ce webinaire, c'est de s'attacher à la réglementation et aux dispositifs médicaux, et effectivement comment s'y retrouver dans cette jungle. C'est Morgane Eveillot, qui est responsable des affaires réglementaires chez Noviga, qui va aujourd'hui nous prendre par la main, vous prendre par la main et vous donner son point de vue, et notamment au travers de rappels, je dirais, de définition, hein, qu'est-ce qu'un dispositif médical, de rappel de contexte, jusqu'à conclure son intervention sur un partage d'expérience sur les voies d'accès au marché en ce qui concerne les dispositifs médicaux. Alors, c'est Morgane qui va vous expliquer tout cela. La façon dont ça va se passer, c'est qu'elle va prendre la parole pendant environ 1 heure. Je vous invite les unes et les autres, les uns et les unes et les autres, à, si vous avez des questions, à les reporter dans le chat, de façon à ne pas trop interrompre Morgane pendant sa présentation. On aura une séance de questions-réponses aux alentours de midi. Donc, je consignerai vos questions et les reporterai à Morgane pour qu'elle tâche d'y répondre. Avant de passer la parole à Morgane, juste un petit rappel pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Grand Nancy Innovation a vocation à animer l'écosystème de l'innovation sur le territoire grand nancéen, au travers principalement 2 grands axes. La connexion, hein, ce qu'on appelle donc la connexion, c'est un peu ce que l'on fait au travers des webinaires. Donc là, vous voyez que c'est le 10e. Il y en aura d'autres à venir. Je vous invite à vous connecter à notre communauté, notamment sur LinkedIn, pour pouvoir avoir les informations sur les prochains webinaires à venir. Vous y êtes toujours les bienvenus. Dans ce sens de la connexion toujours, vous le savez, certains d'entre vous le savent, vous pouvez nous solliciter également pour que l'on vous mette en relation avec les acteurs de l'écosystème, que ce soit les institutions, que ce soit certains d'entre vous qui peuvent être des partenaires, des clients, des prestataires vis-à-vis des autres. Et puis l'autre bloc, c'est l'accompagnement. Là aussi, certains d'entre vous le savent, Grand Nancy Innovation a des programmes d'accompagnement. Noviga, que vous avez vu, notamment Morgane dans la petite vidéo, fait partie des startups que nous accompagnons. Alors, dans certains cas de figure, nous accompagnons des startups dans leur phase d'incubation, au travers des programmes qui vont jusqu'à la création, dont le dernier est Start Me Up. Et puis au-delà de ça, dans leur croissance, dans la phase d'amorçage, on a un programme qui s'appelle Spin Me Up, qui a vocation à vous aider à aller générer de la traction ou renforcer votre traction commerciale pour vous développer. Ça, c'est pour la petite présentation sur Grand Nancy Innovation. Je sais que Morgane a prévu de vous expliquer un peu qui est Noviga, donc je vais lui passer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne présentation et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je te passe la main, Morgane. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Juste le temps, je pense, de... Mon écran. Vous devez le voir maintenant. Donc, je vous remercie d'être présent à ce webinaire qui abordera le sujet de la réglementation qui est applicable aux dispositifs médicaux. On va donc reprendre vraiment les points essentiels de la réglementation afin que vous ayez une vision globale de la réglementation des dispositifs médicaux, ou aussi connus sous le nom de DM. Donc, au cours de ce webinaire, je vous présenterai tout d'abord rapidement Noviga et son parcours. Voilà. Puis ensuite, on clarifiera ce qu'est un dispositif médical en reprenant la définition qui est donnée d'un dispositif médical dans le règlement. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec le contexte réglementaire. On abordera ensuite la classification des différents dispositifs médicaux. Et enfin, on verra également donc toutes les exigences qui sont imposées par ces dispositifs médicaux
au fabricant. Et enfin, un point majeur, je vous détaillerai les différentes voies d'accès au marché en fonction de la classe de votre dispositif médical. Donc, on va commencer tout d'abord par reprendre l'histoire de Noviga, afin que vous compreniez un peu mieux l'origine de ce webinaire. Donc, Noviga est une jeune start-up nancéenne qui a été créée en décembre 2018 afin de valoriser des travaux de recherche. Actuellement, on finalise le développement d'un logiciel d'aide au diagnostic qui est donc à destination des professionnels de santé. Initialement, Noviga était composé d'une équipe ayant des compétences techniques, scientifiques et en business. Et Noviga avait déjà identifié qu'elle développait un dispositif médical. Donc, pour l'accompagner dans son accès au marché, elle s'était entourée d'un consultant en affaires réglementaires afin tout simplement d'accéder plus rapidement au marché. Elle a donc acquis des compétences en interne et en plus de cela, elle m'a en parallèle embauchée afin qu'une personne qualifiée dans le domaine soit présente en interne. Donc pour ma part, je suis issue d'une formation ingénieur spécialisée dans le monde du dispositif médical. J'ai donc été formée au sein de l'ISIFC, école au sein de laquelle j'ai reçu une formation sur la réglementation des dispositifs médicaux. Donc maintenant, avant d'aborder vraiment le sujet de la réglementation, on va voir plus en détail ce qu'est un dispositif médical. Donc, ne prenez pas peur tout de suite et ne quittez pas le webinaire. Je sais que la définition est un peu longue, mais un dispositif médical est simplement un produit dont la revendication d'usage répond à cette longue définition. Il faut savoir que la revendication d'usage est la finalité médicale du produit qui est revendiquée par le fabricant. Donc, pour faire simple, un dispositif médical est tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant qui va être destiné par son fabricant à être utilisé seul ou en association chez l'homme pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, la prédiction, le pronostic, le traitement ou l'atténuation d'une maladie, d'un handicap, d'une blessure. Et surtout, dont l'action principale n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, par des moyens immunologiques, ni par le métabolisme. Sinon, on rentrerait plutôt dans la catégorie des médicaments. Il faut bien distinguer dispositif médical et dispositif médical de diagnostic in vitro, car bien qu'ils aient tous deux une finalité médicale, les réglementations applicables sont totalement différentes. Si on reprend donc la définition d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, c'est donc tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, etc., qui est destiné par le fabricant à être utilisé, chose importante, in vitro, dans le but de fournir des informations sur un processus ou un état physiologique ou pathologique. Donc, les définitions que je viens de vous donner sont peut-être pas très claires. On va donc reprendre quelques exemples de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour que ce soit plus clair. Des exemples donc, de dispositifs médicaux, on va avoir par exemple le stéthoscope, qui, si je reprends la définition, est un instrument qui est destiné par son fabricant à être utilisé seul dans le but de déceler une pathologie, par exemple des troubles cardiaques. On peut avoir également le thermomètre à pile, qui est considéré comme un dispositif médical actif, c'est-à-dire qui utilise une source d'énergie, là, la pile. On a ensuite, par exemple, l'anneau gastrique, qui est un dispositif médical implantable. Le terme implantable peut être utilisé pour les dispositifs médicaux qui vont être implantés totalement dans le corps du patient ou qui vont être implantés en partie. Mais dans ce cas, il faudra qu'il reste en place dans le corps du patient au minimum 30 jours après l'intervention chirurgicale. On a ensuite la prothèse de genou, donc qui est composée de 2 éléments implantables. Le gant chirurgical stérile ou enfin
par exemple le pacemaker, qui est un dispositif médical à la fois actif, qui utilise une source d'énergie pour délivrer les impulsions cardiaques, et qui est implantable. Si on prend quelques exemples de dispositifs médicaux, de diagnostic in vitro, on a par exemple le lecteur de glycémie à bandelette, donc, qui est un instrument qui va permettre de déceler un processus physiologique, ici une augmentation de la glycémie, ou le test de grossesse qui détecte donc, le fait qu'une femme soit enceinte ou non. Donc, à ce stade, vous devez avoir une vision un petit peu plus précise de ce qu'est un dispositif médical. On va donc maintenant s'intéresser au contexte réglementaire applicable. Donc, une première chose, pour bien comprendre le contexte réglementaire, il est important de comprendre quels sont les acteurs présents sur le marché du dispositif médical et qui vont intervenir. On a ici les différentes entités qui sont impliquées dans la mise sur le marché. Donc, à la base de cette architecture, donc les fabricants de dispositifs médicaux, vous en connaissez peut-être certains parmi les plus connus. On a par exemple Johnson & Johnson, B. Braun Medical, etc. Ces fabricants sont régis par les organismes notifiés. On a par exemple le GMED en organisme notifié français. On a d'autres organismes européens, le KIWA, SGS, BSI. Ces organismes notifiés sont eux-mêmes chapeautés par, dans le cas de la France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, aussi connue sous le nom d'ANSM. Donc, on vient de voir l'architecture des différents acteurs. On va maintenant s'intéresser au rôle concret qu'ils vont jouer. Donc, l'autorité compétente est un organisme qui est désigné par chaque État européen et elle a pour but réellement d'être le garde-fou des organismes notifiés. Elle va effectuer des audits, c'est-à-dire des vérifications au sein des organismes notifiés et va vérifier les autorisations de mise sur le marché qu'ils délivrent. L'autorité compétente peut également inspecter les fabricants au besoin. Et si ceux-ci ne respectent pas la réglementation, elle peut les sanctionner. L'organisme notifié, lui, audite le fabricant afin d'évaluer deux choses. La conformité des produits avant leur mise sur le marché et la conformité des produits déjà sur le marché. Cette seconde activité est effectuée périodiquement afin de vérifier que les dispositifs médicaux vendus en Europe restent conformes à la réglementation. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un renforcement des exigences qui pèsent sur les organismes notifiés avec des critères beaucoup plus stricts, ce qui fait que selon l'ancienne réglementation, on avait 52 organismes qui étaient notifiés. On en a seulement 18 au titre de la nouvelle réglementation. Vous comprenez bien donc que l'offre diminue alors qu'en parallèle, la demande augmente puisqu'avec le changement de classe de certains dispositifs médicaux, l'intervention d'un organisme notifié est requise. Je vous détaillerai un peu plus en détail donc, tout ce qui est en lien avec la réglementation plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc, le fabricant, lui, est l'entité qui va fabriquer ou remettre un dispositif à neuf, mais ça peut également être une entité qui va faire concevoir, faire fabriquer ou faire remettre à neuf un dispositif médical et qui, chose importante, va le commercialiser en son nom ou en sa marque. Donc, on vient de voir les trois grands acteurs intervenant dans le secteur du dispositif médical. Il faut savoir qu'il y a d'autres acteurs minoritaires qui peuvent intervenir, tels que des distributeurs ou des importateurs. Maintenant que vous connaissez les principaux acteurs intervenant dans la mise sur le marché, et avant d'aborder les réglementations applicables, il est important que vous compreniez ce qu'est une déclaration de conformité CE, puisque j'utiliserai ce terme tout au long de ma présentation. La déclaration de conformité CE est donc tout simplement un document
qui est généralement remis par l'organisme notifié et qui permet d'attester de la conformité du dispositif médical développé. Ou autrement dit, qui permet de dire oui, votre dispositif médical est sûr et performant, vous pouvez donc le vendre au sein de l'Union européenne. Donc, cette déclaration va vous permettre deux choses. Apposer d'une part le marquage CE, donc dispositif médical, sur votre produit. On peut retrouver par exemple ce marquage CE sur une boîte de compresse, des fois sur vos lunettes. Et en parallèle, cela permet de vendre le dispositif médical au sein de l'Union européenne. Sans cette déclaration de conformité CE, la vente du dispositif n'est pas possible. Chose à noter, puisque nous ne sommes pas très loin de l'Angleterre, ce document, la déclaration de conformité CE, ne sera bientôt plus suffisante pour vendre en Angleterre. En effet, avec le Brexit, l'Angleterre a décidé d'appliquer sa propre réglementation relative aux dispositifs médicaux. Pour la réglementation européenne, il faut savoir que nous sommes aujourd'hui dans une phase de transition réglementaire au sein de l'Union européenne. Il y avait initialement 3 directives. Donc, premièrement, la directive relative aux dispositifs médicaux hors dispositifs implantables et actifs. Donc, si je reprends quelques exemples, cela concerne la prothèse totale de genou, le stéthoscope, une solution désinfectante pour lentilles. Tous ces dispositifs étaient régis par la directive 93/42 CEE. Si vous étiez un fabricant de dispositifs médicaux implantables et actifs, tel qu'un pacemaker, vous étiez soumis à la directive 90/385 CEE. Enfin, vous développiez des tests de grossesse, des tests de glycémie, des lecteurs de glycémie, donc des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, vous étiez soumis à la directive 98/79 CEE. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on est dans une phase de transition réglementaire. Les directives 93/42 CEE et 90/385 CEE vont être remplacées par le règlement UE 2017/745, qui s'appliquera donc à tous les dispositifs médicaux, qu'ils soient implantables et actifs ou non. Et ce, donc, à partir du 26 mai 2021, il n'y aura plus aucun dispositif médical qui ne pourra être placé sur le marché européen au titre des anciennes directives que je vous ai mentionnées. On conserve toutefois cette séparation entre dispositif médical et dispositif médical de diagnostic in vitro. L'ancienne directive applicable au dispositif de diagnostic in vitro sera remplacée par le règlement UE 2017/746. Cette période de transition prendra fin 1 an après celle pour le dispositif médical, c'est-à-dire le 26 mai 2022. Point que vous avez peut-être noté, je vous parle depuis tout à l'heure que nous sommes dans une phase de transition entre la directive vers le règlement. Il faut savoir qu'au niveau juridique, ces deux textes sont différents. La directive est un texte que chaque État européen va traduire dans le droit national. C'est-à-dire que la directive fixe des objectifs à tous les pays européens, mais ensuite, chaque pays est libre de mettre en place ses propres mesures pour atteindre les objectifs fixés. Au contraire, le règlement, lui, peut être vu comme un texte législatif contraignant pour les pays de l'Union européenne, dans le sens où il est d'application directe, donc c'est-à-dire que le texte est entièrement applicable, et ce, sans interprétation possible. À partir de maintenant, on abordera uniquement, les informations fournies seront toutes relatives au règlement 2017/745. Donc, on va reprendre les dates clés de la transition réglementaire. On a déjà parlé de la date du 26 mai 2021.
Il faut bien comprendre qu'elle correspond à la date à laquelle la transition concernant la délivrance des certificats de conformité CE doit être faite. Plus concrètement, cela veut dire que après le 26 mai 2021, plus aucune déclaration de conformité CE ne pourra être délivrée au titre des anciennes directives. Toutefois, vous comprenez bien que si un fabricant a obtenu sa déclaration de conformité CE en janvier 2021, on ne va pas lui demander d'arrêter de commercialiser son dispositif médical au 26 mai 2021. Il pourra bénéficier de ce qui s'appelle la période de grâce, c'est-à-dire qu'il pourra continuer de commercialiser son dispositif médical ayant déjà obtenu sa déclaration de conformité CE au titre de la directive, jusqu'à ce que cette déclaration arrive à la fin de sa validité, qui est de généralement 3 ans. Le 26 mai 2024 marquera donc la date à laquelle plus aucun fabricant ne pourra fabriquer de dispositif médical conforme à la directive 9342 CEE. Vous connaissez donc maintenant les réglementations applicables aux dispositifs médicaux et les dates clés de la transition réglementaire. Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes classes de dispositifs médicaux, car celles-ci vont avoir un impact sur les voies d'accès au marché. Il faut savoir qu'il existe 4 grandes classes de dispositifs médicaux classes qui évoluent en fonction des dangers potentiels liés à l'utilisation du dispositif médical. Donc la classe 1 pour les dispositifs médicaux présentant le moins de risques et la classe 3 pour les dispositifs médicaux présentant le plus de risques. On a 2 classes intermédiaires pour les niveaux de risque intermédiaires, donc les classes 2A et 2B. Il faut savoir que la classe 1 peut être elle-même divisée en 4 sous-classes, donc vraiment la classe 1 classique. On a ensuite la classe 1M pour donc tous les dispositifs médicaux de classe 1 de mesurage, la classe 1S pour les dispositifs médicaux stériles, et enfin la classe 1R pour les dispositifs médicaux de classe 1 qui vont être chirurgicaux et réutilisables. Vous devez maintenant vous demander comment est-ce que l'on définit la classe de son dispositif médical. Pour ce faire, il faut utiliser l'annexe 8 du règlement 2017-745 qui va définir 33 règles permettant d'accéder à la classe d'un dispositif médical, et ce en fonction de la revendication d'usage qui est faite par le fabricant et d'autre part en fonction des caractéristiques techniques du dispositif. Pour vous donner une vision un peu plus concrète des classes de dispositifs médicaux, si on reprend quelques exemples, donc en classe 1, on retrouve le stéthoscope qui présente vraiment très peu de risques. En classe 1S, donc dispositif médical stérile, on va avoir par exemple le gant chirurgical stérile. Dans le cas d'un scalpel, donc un instrument chirurgical réutilisable, celui-ci rentrera dans la catégorie 1R. En classe 2A, on retrouve notre thermomètre à pile. On peut également trouver des logiciels médicaux tels qu'ici un logiciel médical d'aide au positionnement lors de la biopsie de la prostate. En classe 2B, on retrouve donc l'anneau gastrique. On a également toutes les solutions désinfectantes pour lentilles de contact. Et enfin, dans la classe 3, donc la catégorie dont les dispositifs médicaux peuvent présenter le plus de risques, on retrouve le pacemaker, le dispositif donc implantable et actif, et la prothèse totale de genou, donc également un dispositif médical implantable. Il faut noter qu'avec le passage au nouveau règlement 2017-745, la classification des dispositifs médicaux s'est durcie, et ce, notamment pour les logiciels médicaux
En effet, ceux-ci étaient en classe 1 avant sous la directive. Ils passent maintenant au minimum en classe 2A. Pourquoi cette évolution? Pour tout simplement s'adapter aux évolutions du marché, aux apparitions de plus en plus de logiciels médicaux et maintenant même de logiciels médicaux incorporant de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. La fabrication des dispositifs médicaux impose de répondre à certaines exigences et nous allons voir ici les principales exigences. On va tout d'abord commencer par les normes. Ce sont des textes qui présentent en fait de manière normalisée comment réaliser une activité. Et cela dans le but d'aider le fabricant à répondre aux exigences de la réglementation. Les normes sont donc des outils, des documents de normalisation qui sont réalisés par l'ISO, ou Organisme international de normalisation, qui est un organisme international et indépendant. Les normes sont donc d'application volontaire, c'est-à-dire que le fabricant a le choix d'appliquer ou non une norme. Toutefois, il est vrai qu'avec la pression du marché, l'application, les fabricants sont incités de plus en plus à appliquer certaines normes et à avoir certaines certifications, notamment dans le cas de la norme ISO 13485, qui est relative au système de management de la qualité pour les fabricants du secteur du dispositif médical. Il faut également savoir que certaines normes sont dites harmonisées, ce qui signifie que leur application constitue une présomption de conformité vis-à-vis de la réglementation. On avait plusieurs normes harmonisées au titre de la directive. Pour le moment, aucune norme n'est harmonisée au titre du règlement, mais cela ne saurait tarder. On va en trouver quelques-unes dans le futur. Donc, on peut catégoriser, si je puis dire, les normes en deux types. D'une part, par exemple, ici, quelques exemples de normes générales qui vont être applicables à tous les fabricants de dispositifs médicaux, quel que soit le dispositif médical qu'ils fabriquent. On a aussi des normes qui sont, elles, plus spécifiques à un type de dispositif médical. Donc, pour les normes générales, on retrouve la norme ISO 13485 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est relative à la mise en place d'un système de management de la qualité et que l'on détaillera un peu plus après. On a également la norme ISO 15223-1 qui, elle, guide le fabricant concernant les symboles à utiliser sur son étiquette de dispositif médical. On a ensuite la norme 14971 que l'on détaillera un peu plus après, qui aide le fabricant à mieux gérer les risques de son dispositif médical. Enfin, la norme 62366-1, qui est une norme qui permet d'identifier les situations à risque liées à une mauvaise utilisation du dispositif médical et qui aide également à améliorer l'ergonomie d'un dispositif médical afin de réduire ces risques liés à l'utilisation. On a également la norme 14155 qui donne les bonnes pratiques lors d'investigations cliniques. Pour les normes spécifiques, on retrouve par exemple la norme 62304 que l'on détaillera un peu après, qui concerne les logiciels de dispositifs médicaux, la norme 6601 pour tous les appareils électromédicaux, la norme 8600-3 pour tout ce qui est endoscopes médicaux, dispositifs d'endothérapie, etc. Il faut donc voir les normes vraiment comme une aide, un guide pour le fabricant qui va l'aider tout au long de sa conception, de sa commercialisation.
On va maintenant voir en détail une des normes mentionnées, la 14971 de 2019, qui est une norme majeure que les fabricants sont très fortement incités à utiliser, puisqu'elle aide à identifier et à évaluer les risques qui vont graviter autour du produit. Tout cela dans le but d'aider le fabricant à éliminer, si possible, ou si cela n'est pas possible, à au minimum réduire autant que possible les risques qui pèsent sur le dispositif médical. Pour ce faire, deux choses. Tout d'abord, le dossier de gestion des risques et d'autre part, l'analyse des risques. Donc, le dossier de gestion des risques est un dossier qui va permettre de compiler les informations nécessaires pour comprendre le dispositif. Donc, tout ce qui va être lié à son principe de fonctionnement, ses caractéristiques, les patients concernés, la planification de la gestion des risques, qui va se charger de cette planification des risques, etc. En parallèle, le fabricant réalise l'analyse des risques, c'est-à-dire qu'il va identifier les dangers en lien avec le dispositif médical et surtout en lien avec les utilisateurs, les patients, l'environnement du dispositif médical. Une chose importante, pour réaliser l'analyse des risques, il faut réunir une équipe pluridisciplinaire avec des personnes qui ont des compétences techniques, des compétences scientifiques, des compétences en réglementaire, etc. Il ne faut pas que cette analyse des risques soit réalisée uniquement par la personne en charge du réglementaire. Cela serait fâcheux dans le sens où il y aurait de grandes chances d'oublier des risques liés à l'utilisation, le stockage, la conception du dispositif. Il faut vraiment qu'une équipe pluridisciplinaire soit réunie. Vraiment dans le but d'avoir une vision globale des risques, allant de la conception jusqu'à la mise au rebut du produit. Donc, l'analyse des risques, elle est réalisée selon un processus bien précis que vous voyez là. Tout d'abord, l'équipe pluridisciplinaire identifie les phénomènes dangereux qui, eux, regroupent trois composantes. Donc, l'identification du phénomène, la cause du danger et l'impact. Ensuite, l'équipe réalise une évaluation du risque en sachant que le risque est obtenu par la combinaison de l'occurrence et de la sévérité. Donc, le fabricant va coter l'occurrence de 1 à 4 en prenant le niveau 1 pour le risque qui revient le plus fréquemment. Il va faire de même pour la sévérité avec le niveau 1 pour le risque le plus critique pour le patient. Et ensuite, en multipliant l'occurrence par la sévérité, on va obtenir le niveau de risque. Donc, on accède à 4 niveaux de risque. Le risque de niveau 1 pour vraiment les risques intolérables, le risque de niveau 2 lorsque le risque est indésirable, le niveau 3 pour les risques tolérables et enfin le niveau 4 pour les risques négligeables. Comment maîtriser les risques? Il faut pour ce faire mettre en place des moyens de maîtrise du risque. Et donc, 3 possibilités. Mettre en place des moyens de maîtrise du risque en conception. Par exemple, vous êtes un fabricant de prothèses de hanche et votre risque est qu'il y ait une infection qui se développe autour de cette prothèse de hanche. Et bien, en conception, vous pouvez décider d'utiliser un matériau incorporant un antibiotique, par exemple, ce qui va vous permettre de réduire le risque. Vous pouvez également prendre des mesures de maîtrise du risque en production. Admettons que dans votre dispositif médical, vous ayez un élément de tôlerie, sauf que cet élément de tôlerie, après sa fabrication, a des bords qui peuvent être parfois tranchants. En production, vous allez donc mettre en place des tests afin de vérifier l'état de surface de cet élément de tôlerie et donc réduire les risques. Enfin,
Vous pouvez donner des informations dans le but de réduire le risque. Par exemple, votre dispositif médical n'est utilisable que pour des adultes. Et ben, dans la notice d'utilisation, vous allez noter ce dispositif médical n'est pas destiné aux enfants, aux personnes âgées de moins de 18 ans. Toutefois, il faut savoir que les informations fournies dans la notice d'utilisation ou sur votre dispositif médical ne suffisent pas à elles seules à réduire le risque. Il faut toujours qu'elles soient couplées à des moyens de maîtrise du risque en conception ou en production. Il y a toujours le risque que la personne ne lise pas votre notice. Il faut bien garder en tête que l'utilisateur est comme vous et moi, on ne lit pas toujours en entier toutes les notices. Donc, toujours coupler des informations à des moyens de maîtrise du risque en conception et ou en production. Et autre chose importante, même si on a un risque négligeable, un risque niveau 4, il faut toujours mettre en place des moyens de maîtrise du risque. Vraiment tout le temps, même si le risque est déjà négligeable. Ensuite, le fabricant va réévaluer le risque résiduel tout en sachant que seule l'occurrence peut être réduite. En effet, si on reprend l'élément de tôlerie, la sévérité restera toujours la blessure. Ça ne changera pas. Ce qui va changer, c'est qu'au lieu d'avoir une blessure une fois sur 10, on va avoir une blessure une fois sur 10 000. Et donc, on réduit comme ça notre risque. Ensuite, le fabricant et l'équipe pluridisciplinaire réévaluent de manière globale tous les risques afin de déterminer si ceux-ci sont acceptables. On évalue ensuite si la gestion des risques mise en place est suffisante. Et enfin, dernière partie, il est important de réévaluer les risques notamment grâce à la veille réalisée en production et aux informations obtenues en post-commercialisation, avec tout ce qui va être études cliniques, incidents graves, incidents de vigilance. Si nous prenons maintenant le cas d'une norme spécifique, la norme 62304, qui, elle, est spécifique aux logiciels de dispositifs médicaux, elle touche donc deux types de logiciels, soit vraiment les logiciels seuls qui à eux seuls peuvent être considérés en tant que dispositif médical. Par exemple, je vous parlais d'un logiciel d'aide au positionnement pour la biopsie de la prostate. Elle concerne également les logiciels embarqués dans des dispositifs médicaux. Par exemple, le logiciel qui va être utilisé dans le pacemaker afin de délivrer les impulsions électriques. 3 classes de logiciels sont définies dans cette norme. Les logiciels de classe A qui sont sans risque, les classes B qui, eux, présentent un risque faible de blessure et la classe C pour les risques plus sérieux pouvant entraîner une blessure sévère ou la mort du patient. En parallèle, cette norme donne une aide, une méthode de gestion du développement du logiciel appelée cycle en V et qui permet donc de garantir la sécurité du logiciel développé. Pour ce faire, l'idée est de définir les spécifications du logiciel à partir des besoins utilisateurs. Lorsque toutes les spécifications sont bien définies, le logiciel est développé et à l'issue du développement, le fabricant va venir vérifier si le logiciel développé, donc au travers de tests, répond aux spécifications définies en amont et répond aux besoins utilisateurs. C'est cette correspondance entre les tests réalisés, les spécifications initiales et les besoins utilisateurs définis en amont qui permet d'améliorer la traçabilité en garantissant tout simplement qu'il n'y ait pas une seule partie du logiciel qui n'ait pas été testée. En résumé, il faut vraiment que vous voyiez les normes comme une aide, comme un guide, et non pas comme quelque chose de contraignant, puisqu'elles contiennent énormément d'informations qui pourront vous guider
durant votre conception, durant votre mise sur le marché de votre dispositif. Une autre exigence imposée par le milieu du dispositif médical est la mise en place d'un système de management de la qualité ou SMQ. Pour ce faire, le fabricant peut se reposer sur la norme ISO 13485 de 2016. Le but du SMQ étant, en tant que fabricant de dispositifs médicaux, d'être capable de démontrer que l'on maintient un niveau de qualité élevé sur nos dispositifs médicaux afin de garantir tout simplement de la sécurité et de la performance des dispositifs médicaux développés. Le système de management de la qualité, comme vous pouvez le voir, a une architecture pyramidale. Le point culminant du SMQ étant le manuel qualité qui définit le rôle du fabricant et notamment les engagements de la direction. On retrouve ensuite les procédures qui permettent de définir ce qui doit être fait. Par exemple, on va avoir une procédure qui va expliquer comment gérer les infrastructures, comment gérer les outils de mesure qu'on a en entreprise. On retrouve ensuite les instructions de travail qui, quant à elles, définissent la manière dont les choses doivent être réalisées. Donc, on avait la procédure en lien avec l'infrastructure qui nous demande d'effectuer des maintenances. On retrouvera ensuite dans l'instruction de travail comment réaliser la maintenance pour chacun des types d'outils que l'on aura en entreprise. On a ensuite les formulaires qui sont des modèles vides, si je puis dire, qui n'ont pas encore été remplis. Les enregistrements, eux, découlent des formulaires et en fait, ils correspondent donc aux formulaires remplis. Ils permettent d'assurer une traçabilité des activités réalisées. Donc, au sein du système de management de la qualité, les modifications donc réalisées sont tracées, tout cela dans un but vraiment de processus d'amélioration continue. Et pour la même raison, des audits seront organisés afin de vérifier la conformité du SMQ avec l'ISO 13485 de 2016 et avec le règlement 2017-745. Nous allons maintenant nous intéresser à des exigences vraiment propres au règlement qui n'existaient pas sous la directive ou qui étaient vraiment minoritaires. Une des principales exigences qui apparaît avec le règlement est la nécessité de définir une PCDRR, c'est-à-dire une personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Il faut savoir que cette personne doit avoir soit un diplôme en droit, médecine, pharmacie, ingénierie, et avoir au moins 1 an d'expérience en lien avec la réglementation ou la qualité des dispositifs médicaux, ou alors cette personne doit avoir au moins 4 ans d'expérience en lien avec la réglementation ou la qualité des dispositifs médicaux. Cette personne sera en charge de veiller à la conformité des dispositifs médicaux mis sur le marché. Elle participera à la rédaction de la documentation technique et s'occupera de déposer les déclarations de conformité CE. Elle participera à la surveillance des dispositifs médicaux après leur mise sur le marché et elle s'occupera enfin de notifier tous les incidents graves aux autorités compétentes. Plusieurs d'entre vous viennent peut-être de petites structures et vous vous demandez comment appliquer cette exigence à l'échelle de votre entité. Il faut savoir qu'il est possible d'externaliser cette fonction si votre entreprise compte moins de 50 employés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une autre des exigences imposées par le règlement est d'améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux. Pour ce faire, le règlement demande d'apposer sur chaque dispositif médical un identifiant unique de dispositif, ou IID. C'est un code international unique et non ambigu. Il est composé de 2 parties, donc l'IUD ID
qui va permettre d'identifier de manière unique le fabricant. Et ensuite, l'IUD-IP, qui est un identifiant qui est lié à la production avec numéro de série, numéro de lot, date de fabrication, etc. Toujours dans cette idée d'améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux présents sur le marché, le règlement requiert l'enregistrement de différentes informations dans une base de données nommée EDAMED. Donc, cette base de données est composée de différents modules qui vont, par exemple, permettre de retracer les opérateurs économiques, donc les différents organismes notifiés, les différentes autorités compétentes, les différents fabricants de dispositifs médicaux. Base de données qui permettra également de tracer les différents IUD. L'idée vraiment derrière la mise en place de cette base de données est d'avoir une meilleure connaissance du marché des dispositifs médicaux et surtout de mieux gérer les incidents de vigilance. Il faut savoir que contrairement à ce qui a été annoncé dans le règlement, cette base de données n'est pas encore totalement disponible. Certains modules le sont. C'est pourquoi il faudra, avant le 26 novembre 2021, enregistrer son dispositif médical dans cette base de données. Un autre point important, c'est d'améliorer l'évaluation de la sécurité et de la performance des dispositifs médicaux mis sur le marché. C'est vraiment un point clé de ce règlement. Sous la directive 9342 CEE, il faut savoir qu'il y avait peu d'investigations cliniques qui étaient réalisées. La sécurité et la performance d'un nouveau dispositif médical étaient généralement démontrées en se basant sur des dispositifs médicaux similaires en termes d'indications médicales et de spécifications techniques. Au contraire, sous le règlement, la voie de l'équivalence ne sera plus du tout la voie privilégiée. En réalisant plus d'investigations cliniques, cela permettra d'accroître la sécurité et la performance des dispositifs. Et cela sera particulièrement vrai pour les dispositifs médicaux de classe 2B implantables et de classe 3, pour lesquels la voie de l'investigation clinique devient vraiment obligatoire. Cela sera de même pour les dispositifs médicaux très innovants. Il n'y aura pas le choix que de passer par l'investigation clinique afin de démontrer que le dispositif médical innovant est sûr et performant. On vient donc de voir qu'il y a différentes exigences qui sont imposées par le milieu des dispositifs médicaux, l'utilisation de certaines normes pour mieux gérer les risques, mieux développer son logiciel médical, comment bien mettre en place un système de management de la qualité guidé par la norme ISO 13485, qu'il était nécessaire de désigner une personne chargée de veiller au respect de la réglementation, qu'il faudrait utiliser l'IUD, EDAMED et réaliser enfin des investigations cliniques. Donc la mise en place de toutes ces exigences n'ont qu'un seul but final, vous permettre d'accéder au marché. Nous allons donc maintenant aborder le point qui va sûrement le plus vous intéresser. Comment, en tant que fabricant de dispositifs médicaux, accéder au marché? Donc, tout d'abord, vous êtes un fabricant de dispositifs médicaux de classe 1. Donc, vous fabriquez par exemple un stéthoscope. Il faut que vous répondiez à l'annexe 2 et à l'annexe 3 du règlement, c'est-à-dire il faut que vous réalisiez la documentation technique du stéthoscope et la documentation technique relative à la commercialisation, à la surveillance après commercialisation. Donc, la documentation technique va regrouper différents éléments, notamment la revendication d'usage, la classe du dispositif développé, donc là, une classe 1. L'analyse des risques telle que celle que je vous ai présentée précédemment,
Ou encore, comment est-ce que vous répondez en tant que fabricant aux exigences essentielles qui sont des exigences imposées aux dispositifs médicaux. En parallèle, vous devez expliquer comment vous allez gérer les éléments de vigilance, comment vous allez réaliser des rapports de tendance sur les données cliniques, etc. Tout cela va vous permettre d'accéder, d'obtenir votre marquage CE. Il faut savoir que pour cette classe uniquement, il n'y a pas besoin qu'un organisme notifié intervienne pour vous donner votre déclaration de conformité CE. Cela se fait uniquement par un processus dit d'auto-certification. Au contraire, vous êtes un fabricant de scalpel, donc un instrument chirurgical réutilisable ou de gants chirurgicaux stériles, donc un dispositif qui fait partie des classes 1M, 1S ou 1R. L'auto-certification n'est pas possible. Il faut vraiment qu'un organisme notifié vienne auditer. Dans le cas d'un classe 1S, qu'il vienne vérifier le processus de stérilisation de votre dispositif médical. Il va venir vérifier le raccordement aux étalons nationaux dans le cas d'un dispositif 1M, où il va venir vérifier que le dispositif est nettoyable et vérifier sa restérilisation et sa réutilisation dans le cas d'un dispositif 1R. Donc, vous l'avez compris, pas d'auto-certification possible. Les documents requis pour ces classes de dispositifs médicaux sont les deux mêmes annexes que celles pour les classes 1 et s'ajoutent les chapitres 1 et 3 de l'annexe 9 du règlement qui vont concerner donc l'évaluation de la conformité sur la base d'un système de management de la qualité, où vous pouvez choisir de faire évaluer l'assurance qualité de votre production, donc faire évaluer un lot de votre dispositif. Cela vous permettra d'accéder au marquage CE. Maintenant, vous êtes un fabricant de dispositifs médicaux de classe 2A, donc vous développez un logiciel d'aide au positionnement dans la biopsie de la prostate ou un thermomètre. Vous devez répondre donc aux deux mêmes annexes que celles présentées précédemment et ensuite 3 voies possibles. Soit vous faites évaluer la conformité sur la base d'un système de management de la qualité et la base de l'évaluation de la documentation technique, soit vous faites évaluer la qualité de votre production, soit vous faites vérifier votre produit. Cela vous permet ensuite d'accéder au marquage CE et donc d'accéder au marché. Vous fabriquez ensuite un dispositif médical de classe 2B. Or, dispositif médical de classe 2B implantable. Donc vraiment, par exemple, une simple, si je puis dire simple, solution désinfectante pour lentilles de contact. Vous devez répondre à l'annexe 2 du règlement, l'annexe 3, donc toujours les mêmes annexes. Vous pouvez choisir la même voie que pour la classe 2A, donc répondre au chapitre 1, 2.4 et 3 de l'annexe 9, ou une voie comprenant l'évaluation de la conformité sur la base de l'examen de type. Donc l'organisme notifié va venir revoir toute votre documentation technique. Et en plus de ça, soit évaluer la qualité de votre production, soit vérifier votre produit. Ce qui vous permet ensuite d'accéder au marquage CE. Pour accéder au marquage dans le cas d'un classe 2B implantable ou d'un classe 3, donc un anneau gastrique pour les 2B implantables ou un pacemaker ou des prothèses totales de genoux, on répond toujours aux annexes 2 et 3 et en plus, et après, 2 voies possibles. Donc, soit on fait évaluer les chapitres 1, la totalité du chapitre 2 et le chapitre 3 de l'annexe 9, donc sur la base de la conformité, sur la base d'un système de management de la qualité et de l'évaluation de la documentation technique, ou on emprunte la même voie que celle pour les classes 2B, donc l'évaluation de la conformité sur la base d'un examen de type, et on fait évaluer soit la production, soit le produit.
Donc, on accède ensuite au marquage CE. Il faut donc voir que plus les voies d'accès au marché sont, plus les dispositifs médicaux ont une classe qui peut être élevée, plus la voie d'accès au marché requiert de nombreux documents. On a donc vu au cours de ce webinaire comment savoir si un produit est un dispositif médical ou non, et vous êtes maintenant capable de lui associer une classe. Vous avez pris en connaissance du contexte réglementaire et des exigences qui sont imposées aux fabricants de dispositifs médicaux. Et enfin, maintenant, vous savez comment accéder au marché en fonction de la classe de votre dispositif médical. Si vous avez des questions un peu plus approfondies sur la réglementation relative aux dispositifs médicaux ou aux normes qui régissent ce milieu, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aider à déterminer si votre dispositif médical si votre produit est un dispositif médical ou également sa classe. On pourra également vous rediriger vers un consultant en affaires réglementaires qui vous aidera à accéder au marché. Alors, nous arrivons à l'issue de ce webinaire. Avant de passer aux questions, je tenais à vous remercier pour votre attention et votre participation. Et je tenais également à remercier de la part de Noviga le Grand Nancy Innovation pour m'avoir permis de réaliser ce webinaire. Merci beaucoup, Morgane. Je te retourne nos remerciements pour avoir animé ce webinaire très précis, avec un sens du timing impeccable. Effectivement, je pense que tu as été captivante puisque j'ai pu observer que le panel de participants était resté captif et suspendu à tes lèvres. Alors, on a quelques questions. La première, par acquis de conscience, mais ça sera à voir avec toi, les équipes de Noviga. Est-ce qu'il sera possible de partager cette présentation ou une autre forme de cette présentation, mais ce document aux participants de ce webinaire? Je pense que oui, on en rediscutera sûrement au sein de Noviga, mais je pense que cela sera possible. D'accord. En fonction de votre réponse, sachez tous, participantes et participants, qu'on vous fera parvenir, avec l'accord, donc s'il arrive de Noviga, cette présentation, ainsi d'ailleurs qu'un questionnaire pour un petit peu connaître votre satisfaction, votre perception de ce webinaire. Alors, deux autres questions, toutes les deux d'ailleurs portées par Marc. Marc qui a d'ailleurs qui est justement intervenu aussi au fur et à mesure de ta présentation. Donc peut-être que vous avez des échanges de pair à pair à faire en dehors de ce webinaire. Les deux questions, alors la première d'entre elles, c'est quand tu as parlé de changement de directive, quel sera l'impact du changement de directive sur les délais d'obtention du CE? Et d'autre part, ces nouvelles directives seront-elles plus contraignantes? Les nouvelles directives, le règlement? Je pense que c'était... Ouais. Alors, tout d'abord, pour répondre à la première question, oui, le délai d'obtention du marquage CE sera rallongé, pour ne pas dire énormément rallongé, puisque à un moment, je vous ai expliqué qu'on est passé de 52 organismes notifiés à 18 pour le moment. Donc, il faut bien comprendre que l'offre en termes d'organismes notifiés diminue, alors qu'il y a de plus en plus de fabricants de dispositifs médicaux sur le marché qui vont devoir passer par un organisme notifié. Donc oui, les délais d'attente sont en train, si je puis dire, d'exploser. Pour répondre à la seconde question, oui, le règlement est beaucoup plus strict, si je puis dire, dans le sens où avant, donc, puisqu'on était sous une directive, elle était traduite dans le droit national et donc il y avait des interprétations un peu possibles. Autre chose, on a aujourd'hui un renforcement, notamment avec les investigations cliniques, afin d'éviter tout ce qui a pu exister par le passé en termes de scandale, vraiment pour mettre le point important de ce règlement et de mettre l'accent sur la sécurité et la performance des dispositifs médicaux. Donc oui, le règlement est plus strict dans ce sens.
D'accord. Juste merci beaucoup. En complément donc de la première question que Marc nous a adressée et en fonction de ta réponse, moi j'anticipe un peu la réponse à la future question. Mais tu nous as dit qu'effectivement il y avait un décalage entre l'offre et la demande maintenant. Est-ce que tu es déjà en capacité d'estimer le temps euh, rallongé, comme tu l'as dit, le temps supplémentaire qu'il faut prévoir pour obtenir le marquage CE? Ou c'est Alors, trop compliqué aujourd'hui de le modéliser? en fait, c'est un peu compliqué dans le sens où ça va vraiment dépendre du type de dispositif médical développé. Il faut bien comprendre que, en plus, avec le changement de réglementation, on demande maintenant aux organismes notifiés qu'ils soient spécialisés dans certains types de dispositifs médicaux. Donc, ce qui réduit le nombre d'auditeurs. Donc, les délais sont croissants. Si on prend un classe 2A de type logiciel, j'ai eu des échos de plus ou moins 2 ans entre le contact avec l'organisme notifié, on valide le planning, et la date à laquelle est obtenue la déclaration de conformité CE. Donc, c'est quand D'accord. même Donc on a des effectivement. délais qui peuvent être assez longs et qui sont évidemment très variables fonction du type de dispositif médical. C'est sûr. Merci. On a une autre question, toujours de Marc. N'hésitez pas, hein, si les unes et les autres, si les uns les unes et les autres, si vous avez d'autres questions à ajouter. Tu as parlé tout à l'heure du calcul de risque. La question est comment se détermine l'occurrence dans le calcul de risque? Et l'autre question connexe, c'est est-ce qu'on passe obligatoirement par une étude clinique? Alors, deux choses. Donc, l'occurrence, c'est vrai que je l'ai abordé un peu rapidement pour ne pas perdre tout l'auditoire. Dans la norme 14971, on définit différentes fréquences. Donc, si c'est très fréquent, ça va apparaître toutes les 10 puissance moins et quelques fois. Donc, il faut vraiment se référer à la norme 14971 qui vous guidera dans la réalisation de votre analyse des risques. Ensuite, comment on détermine concrètement pendant notre analyse des risques l'occurrence? On va se baser sur des données, par exemple, qu'on a déjà en interne, puisqu'on va savoir que, par exemple, la blessure, si je reprends l'élément de tôlerie, arrive toutes les tant de fois, donc soit sur interne, soit sur des données cliniques déjà existantes. C'est vrai que la voie de l'investigation clinique avec le règlement, elle est presque inévitable. Avant, l'équivalence la voie de l'équivalence était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il faut avoir accès plus ou moins globalement à la documentation technique du produit. Donc, à moins de développer deux dispositifs médicaux, d'avoir déjà des données cliniques sur le premier et de se baser pour ce deuxième dispositif médical sur les données cliniques de ce premier, j'ai plus de difficultés à voir comment on peut ne pas emprunter la voie de l'investigation clinique. Merci. Corentin K a levé la main. Corentin, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez allumer votre caméra, votre micro si vous le souhaitez. Oui, bonjour, Corentin Kerbiriou. Je suis président d'une société qui s'appelle Juggle et qui, pour reprendre les mots du règlement, développe un logiciel qui est destiné à être utilisé à des fins d'atténuation du handicap en association avec un geste clinique d'un professionnel, psychologue, orthophoniste, peu importe. Et donc, dans le cadre de ce nouveau règlement, il semblerait qu'on entre pleinement dans ce qu'on appelle un dispositif médical de classe 2A. Mais nous, on n'était pas concernés par les règlements précédents, ce qui fait qu'on a un produit qui est déjà en marché. Et quand j'entends un délai de 2 ans, je m'interroge sur ce qui va se passer sur les 2 années qui sépareront le 26 mai et la certification. Oui, oui, j'imagine bien. La seule chose qui m'interpelle, c'est le fait que vous ne soyez pas pour l'instant marqué CE en termes, au titre de l'ancienne directive, puisque celle-ci prenait déjà en compte les logiciels, entre guillemets, sous le terme de logiciel actif. En fait, les logiciels rentraient dans la catégorie classe 1, donc en auto-certification. Mais oui, c'est vrai que là, les délais sont vraiment rallongés et ça va être un long travail pour les fabricants d'attendre
la certification. Mais je ne peux pas trop vous aider plus que ça, à moins que vous ayez d'autres questions. Oui, alors je me permets d'intervenir. En plus, il y a des interactions qui sont intéressantes. Je vois Ismaël qui répond en partie. Possibilité peut-être d'être considéré en logiciel destiné au bien-être et pas aux soins. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on est aussi dans le type de question qu'a adressé Corentin, dans une question qui relève évidemment un peu de l'intérêt général, mais un peu plus de l'intérêt particulier. Je pense qu'il est compliqué pour Morgane de pouvoir y répondre là comme ça à chaud. Il faudrait évidemment peut-être travailler et creuser un peu. Donc dans ce contexte-là, dans ces contextes-là que vous pourriez avoir à adresser à Morgane, je crois qu'il serait plutôt plus judicieux de continuer la discussion en dehors de ce webinaire. C'est bien noté. Oui. Il me semble, pour que Morgane ait effectivement plus d'éléments et que vous ayez plus le temps, par ailleurs qu'on ne parle pas en silo ici sur des sujets qui pourraient être moins intéressants pour le groupe. C'est sûr que sur 2-3 éléments très généraux, il est un peu compliqué de fournir une réponse complète. On a également Ismaël qui effectivement s'inquiète des délais, si je lis à travers son message, et il s'interroge notamment sur les dispositifs médicaux qui n'auront pas le temps de disposer des marquages CE. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment une question derrière, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt une inquiétude. Est-ce que Morgane, tu peux quand même nous rassurer sur le fait qu'on peut avoir confiance et espérer des marquages dans des délais raisonnables? Ou au contraire, Alors, on est plutôt sur une mauvaise pente? non, c'est vrai que là, ça peut donner un contexte un peu terne et non. En fait, donc je vous ai dit, je vous ai donné par exemple un délai de 2 ans. Il faut savoir que là, pour l'instant, la période de grâce est de 3 ans, puisqu'elle va jusqu'en 26 mai 2024, si on a obtenu sa déclaration de conformité CE le 26 mai 2021. Mais en même temps, il faut savoir qu'il va y avoir d'autres organismes qui vont être notifiés au titre du règlement. Donc, l'offre va s'étayer. C'est juste que pour le moment, c'est vrai qu'on est sur un peu un goulot d'étranglement depuis quelques mois sur le règlement pour accéder au marché. Mais ça devrait devenir un peu plus facile dans les mois et dans les mois qui vont arriver. Excusez-moi, j'ai juste une question en fait. Bonjour. Oui. Je m'appelle Mehdi. On développe une application pour l'accompagnement aux personnes diabétiques de type 1. Et bon, pour l'instant, on n'a pas encore été dans cette question. On a fait des recherches et de ce que j'avais pu voir, il y avait, bon, ce que vous parliez déjà, le problème des délais qui était problématique, mais aussi une problématique de coût. Parce que je sais que avant, ça coûtait entre 15 000 et 100 000 à peu près pour pouvoir faire ce travail-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va aussi avoir un impact, toute cette nouvelle réglementation, sur le coût, en fait? Inévitablement. Après, je ne sais pas d'où le terme de 100 000 a été évoqué. Généralement, on était dans les alentours de 15 000 à 20 000 euros. Là, avec le nouveau règlement, il faut savoir que pour l'instant, les tarifs qui ressortent sont 3 fois plus, donc dans les 50 à 60 000 euros. Mais oui, c'est vrai que c'est un coût non négligeable pour les fabricants, surtout quand on est fabricant au sein d'une petite structure. D'accord. Merci beaucoup. Rien. Est-ce que d'autres personnes veulent adresser une question ici? Parfait. Je pense notamment peut-être Marc, je pense à Marc, mais il y avait également Corentin qui nous a quittés. Peut-être que vous pourriez continuer là. Ah, je vois qu'Ismaël pose une question, mais en tout cas, Marc et Corentin pourront continuer la discussion, j'imagine, au-delà de ce temps d'échange général. Je vais juste essayer d'afficher la question d'Ismaël. Comment impacter les coûts pour des petites quantités sur des marchés de niche? Est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus, Morgane, ou est-ce qu'on est vraiment dans l'ingénierie financière de chaque structure? Là, je pense que c'est plus au niveau business qu'il faut voir comment impacter aussi. cela.
Mais voilà, il faut juste avoir le coût en tête et puis après réfléchir en interne comment le réimpacter. Exactement, je pense qu'il faut essayer de scaler, de calibrer la politique de ressources en face des montants que vous a évoqué Morgane et de cette augmentation des coûts, effectivement. Ce que je vous propose, puisque je pense que on pourrait continuer cette discussion passionnante effectivement assez longuement en fonction de vos difficultés ou de vos enjeux problématiques propres à chacun, du contact de Morgane. Il a été affiché dans les slides qui ont été proposés. Si Morgane, je boucle la boucle, si Morgane le souhaite, vous m'entendez ou pas, hein, parce que j'ai apparemment un problème de réseau. Oui. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui. Ok. Voilà, le voici. contact@novidia.eu. Effectivement, on va discuter avec Morgane de la faisabilité, de la possibilité de vous partager ces slides-là. C'est sa décision, c'est leur décision, évidemment, mais vous pouvez, je vous invite à vous rapprocher de Morgane pour creuser plus précisément vos cas particuliers. C'est ça. N'hésitez pas. Alors, je vais conclure cette matinée, ce webinaire du jour, en remerciant chacun pour sa participation, pour votre présence assidue. Évidemment, pour les questions aussi qui ont été posées, même si je comprends que je vous coupe un peu l'herbe sous le pied, mais je crois que c'est beaucoup plus pertinent de le traiter en parallèle. Remercier tout particulièrement Noviga et effectivement Morgane en particulier, qui a été extrêmement concise, précise et claire dans les réponses également dans la partie interactive de ce webinaire. J'en profite pour vous rappeler que d'autres webinaires vont avoir lieu. Vous le savez, là c'est le temps auto-promo, mais d'autres moments d'information, d'échange d'informations vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Je vous invite, comme je vous l'ai déjà dit, peut-être si vous ne le faites pas encore, à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux de Grande Innovation, notamment sur le compte LinkedIn. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que dans le courant février-mars, on devrait aborder les sujets de propriété intellectuelle, de RGPD, Morgane le sait, de community management notamment. Ça, c'est quelques petites choses dont je peux vous parler déjà de façon à peu près certaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous verrez passer des informations et des invitations, et vous êtes toujours les bienvenus ici. Continuez la discussion avec Morgane et n'hésitez pas également à nous solliciter pour la moindre question de connexion, d'interaction ou d'accompagnement sur le territoire. Merci à tous, merci à toutes, merci Morgane, passez une bonne journée, bon appétit, et puis soyez prudents.